Sais-tu que dans la culture Yoruba, on dit que les jumeaux partagent une seule âme dans deux corps? C'est une croyance magnifique et terrible à la fois. Imagine un instant si cette âme était déchirée dès la naissance, séparée non pas par des kilomètres, mais par des destins. L'une, baignée dans l'or et la pourpre d'un palais royal, l'autre façonnée par la terre rouge et le bois sacré d'un village oublié. Imagine si cette âme, coupée en deux, était la seule chose qui pouvait sauver un royaume de l'effondrement. Cette histoire n'est pas un conte, c'est le murmure de la terre elle-même. Bienvenue là où les histoires africaines deviennent ton miroir. C'est ici que tu te reconnais dans la bravoure, les doutes et les amours de ceux qui ont marché avant nous. Aujourd'hui, l'écho des deux lions, une histoire de roi, de prophétie et d'une vérité cachée dans le battement de deux cœurs identiques. Reste jusqu'à la fin. Le royaume d'Oyoremi était un joyau posé sur les collines verdoyantes. Ses murs, faits de terre ocre, semblaient avoir poussé organiquement du sol, comme une promesse faite par la nature aux hommes. À l'intérieur de ces murs, le palais de l'Oba Akinlabi était un labyrinthe de cours intérieures, de colonnades sculptées et de toits de chaume qui captaient la lumière du soleil comme une couronne. C'est là que vivait le prince Leslie. Pour le peuple, son nom signifiait « la couronne est rentrée à la maison », un présage de prospérité et de continuité. Mais pour Leslie lui-même, ce nom était un fardeau. Il le sentait peser sur ses épaules chaque matin, plus lourd que les lourds colliers de perles de corail qu'il devait porter lors des cérémonies. Il n'était pas un prince de conte. Il était un jeune homme dont l'horizon s'arrêtait au mur doré de sa propre vie. Ses journées étaient un rituel immuable. Leçons de stratégie avec le général Ojo, étude des lois ancestrales avec les anciens du conseil Ogboni, et longues heures passées à observer son père, l'Oba, rendre la justice sous l'arbre à palabres de la cour principale. Il voyait la sagesse dans les yeux fatigués de son père, la force dans ses mains noueuses, et il sentait un vide immense en lui. Un doute. Le doute était son compagnon le plus fidèle, un poison silencieux qui rampait dans ses veines. Était-il vraiment le fils de son père? Pas biologiquement, bien sûr, mais en esprit. Serait-il un jour capable de porter cette couronne, l'Ade, ornée de visages d'ancêtres qui semblaient le juger depuis l'au-delà? Cette peur de ne pas être à la hauteur, tu la connais, n'est-ce pas? C'est ce sentiment qui te prend à la gorge, quand tu te compares aux autres, quand tu te demandes si tu as vraiment ce qu'il faut pour réaliser tes rêves. La cage de Leslie était dorée, mais c'était une cage tout de même. Loin, très loin de là, par-delà la rivière sacrée et la forêt sombre que les cartographes royaux marquaient comme la demeure des esprits, se trouvait le village d'Ile-Ife. Ile-Ife n'avait pas de mur, seulement des champs d'igname et de maïs qui s'étendaient à perte de vue. La vie était rythmée par les saisons et le son d'un ciseau à bois. Ce son provenait de l'atelier de Dayo. Dayo, dont le nom signifiait « la joie est arrivée ». Et c'était vrai. Il portait une sorte de joie simple en lui, une connexion brute avec le monde. Quand ses mains touchaient le bois d'Iroko, il ne le sculptait pas, il le libérait. Il voyait des formes dans le grain du bois que personne d'autre ne pouvait voir. Des esprits de la rivière, des visages d'enfants rieurs, et surtout des jumeaux. Il était célèbre pour ses sculptures d'Ibéji, ces petites statuettes représentant des jumeaux. Il en sculptait des paires sans cesse, comme poussés par une force intérieure qu'il ne comprenait pas. Il sentait leur présence, leur dualité, comme si une partie de lui-même était intimement liée à cette idée de gémellité. Mais malgré son talent et l'affection des villageois, Dayo portait en lui un vide différent de celui de Leslie. C'était un sentiment de déracinement, une solitude inexplicable même lorsqu'il était entouré. Il regardait souvent vers le sud, en direction des collines où l'on disait qu'Oyoremi se trouvait, et il sentait un appel, une corde invisible qui tirait sur son âme. Il avait l'impression d'être une moitié de quelque chose, un mot dans une phrase inachevée. Ce sentiment d'être un étranger dans sa propre vie, de ne pas tout à fait appartenir, tu le ressens parfois toi aussi. C'est le désir d'un chez-soi que l'on ne peut nommer.
2 jeunes hommes, 2 vies, une seule âme qui ne le savait encore. Et puis, le destin, qui s'était endormi pendant 20 ans, décida de se réveiller. Loba Akinlabi tomba malade. Pas une fièvre passagère que les herbes du guérisseur pouvaient chasser, mais une maladie profonde, une ombre qui grignotait la lumière de ses yeux. Le royaume retint son souffle. La force de Loba était la force d'Oyo-Aremi. S'il faiblissait, les royaumes voisins, affamés de terre et de pouvoir, sentiraient l'odeur du sang. Dans la pénombre de la chambre royale, où brûlaient des herbes à l'odeur âcre, le conseil des anciens se réunit en secret. La reine, les larmes silencieuses sur ses joues, fit appeler le grand Babalawo, le prêtre de l'oracle d'Ifa, un vieil homme dont les yeux avaient vu plus de saisons que les plus vieux baobabs. Le Babalawo ne regarda pas le roi. Il jeta ses noix de palme sacrées sur un plateau de divination. Le son sec des coquilles sur le bois résonna comme un verdict. Il parla d'une voix qui semblait venir des profondeurs de la terre. Il parla d'une prophétie faite 20 ans plus tôt, le jour de la naissance du prince. Une prophétie qui avait été cachée, enterrée sous le poids d'un terrible secret. 2 lions sont nés ce jour-là, murmura le vieil homme. Pas 1, 2. L'oracle a prévenu, 2 lions ne peuvent régner sur une seule forêt. L'un porterait la sagesse du trône, l'autre l'ombre de la terre sauvage. L'un était une promesse de paix, l'autre une menace de chaos. Pour sauver le royaume, un lion a dû être envoyé au loin, son existence effacée, son nom jamais prononcé. Leslie, qui s'était approchée de la porte pour prendre des nouvelles de son père, entendit chaque mot. Le sol sembla s'ouvrir sous ses pieds. Un frère, un jumeau. Toute sa vie, son sentiment d'être incomplet, son doute permanent, tout prenait un sens monstrueux. Il n'était pas le seul héritier. Il n'était qu'une moitié. La partie sûre. Son monde, construit sur des certitudes et des protocoles, venait de s'effondrer en poussière. Le Babalawo continua, sa voix montant en puissance. L'oracle changeait. La maladie du roi n'est pas une simple maladie. C'est le déséquilibre de la terre elle-même. La prophétie n'était pas une malédiction, mais un avertissement. Elle ne me disait pas que l'ombre devait être bannie, mais qu'elle devait être comprise. Le royaume a besoin de ces 2 lions, de la sagesse du palais et de la force de la terre. Si le 2e prince n'est pas retrouvé avant la prochaine nouvelle lune, Oyo-Aremi tombera. Le silence dans la pièce fut si lourd que Leslie pouvait entendre le sang battre à ses tempes. La reine éclata en sanglots contenus, un son de douleur pure qui transperça le cœur du prince. Ce n'était plus une question de légitimité, c'était une question de survie. Le conseil décida dans le plus grand secret qu'une mission devait être lancée. Envoyer des gardes sèmerait la panique et alerterait les ennemis. Le chercheur devait être quelqu'un qui passerait inaperçu, quelqu'un dont le visage n'était pas connu dans les provinces éloignées. Leurs yeux se tournèrent vers Leslie. C'était sa quête, son épreuve. Lui qui n'avait jamais mis un pied hors des murs de la capitale. La peur, froide et paralysante, s'empara de lui. Quitter le confort du palais, affronter un monde inconnu, chercher un visage qui était le sien mais qu'il n'avait jamais vu, c'était une tâche impossible. Alors qu'il se retirait dans ses appartements, le cœur en miettes, une vieille servante, celle qui s'occupait de lui depuis son enfance, l'arrêta. Elle ne dit rien. Elle pressa simplement dans sa main une petite amulette en cuir, contenant, sentit-il, une griffe de léopard et une pincée de terre. Puis, elle lui murmura un vieux proverbe. Celui qui ne voyage pas ne connaîtra jamais la valeur de sa propre maison. Ces mots simples furent comme une étincelle dans ses ténèbres. Il pensa à Yémissi. Yémissi, la fille du chef du conseil, aussi intelligente que belle, avec des yeux qui semblaient lire directement dans son âme. Leur amour était une évidence silencieuse, un courant puissant qui coulait sous la surface rigide de l'étiquette de la cour. Partir, c'était la laisser. Mais rester, c'était prouver qu'il n'était pas digne d'elle, ni du trône. La pensée de la décevoir était plus terrifiante que n'importe quelle forêt sombre. La décision était prise. Cette nuit-là, alors que la lune était un fin croissant d'argent dans le ciel d'encre, Leslie fit ses adieux à sa mère. Il échangea ses robes de prince brodées d'or contre la simple tunique d'un marchand. Il quitta le palais par une porte dérobée, le cœur battant à la chamade. Il se retrouva pour la première fois de sa vie dans le grand marché nocturne d'Oyo-Aremi. Le choc fut brutal.
Le bruit, les odeurs d'épices et de viande grillée, la foule dense qui se pressait, les musiciens, les conteurs. Il était un étranger dans sa propre ville. Lui, le futur Oba, ne connaissait rien de la vie de son peuple. Il se sentit instantanément perdu, vulnérable, un enfant dans un monde d'adultes. C'était sa première épreuve, et elle avait le goût amer de l'humiliation. Il était le lion du palais. Mais ici, dans la jungle de la ville, il n'était qu'une proie effrayée. Le voyage venait à peine de commencer. Le voyage de Leslie fut un baptême de la réalité. Les premiers jours furent une succession d'épreuves qui érodèrent son orgueil de prince jusqu'à l'os. Il apprit que l'argent ne servait à rien quand on ne savait pas marchander, que la politesse de la cour était une langue étrangère face à la franchise des voyageurs et des fermiers. Il fut volé une nuit, perdant la petite bourse d'or qui devait financer son voyage. Il se retrouva affamé, forcé de quémander du travail dans un village en échange d'un bol de ragoût d'igname. Il chargea des sacs de grains, sentant ses muscles, habitués à la seule pension de l'arc d'entraînement, brûler comme jamais auparavant. Chaque soir, il s'endormait sur une simple natte, le corps endolori, mais l'esprit étrangement plus clair. Il apprenait la carte de son propre royaume, non pas avec de l'encre sur un parchemin, mais avec la sueur de son front et la poussière sur ses pieds. Il écoutait. C'était la chose la plus importante qu'il apprit. Au palais, il parlait, et on l'écoutait. Ici, il était invisible, ce qui lui donnait le pouvoir d'entendre les vraies histoires, les vraies peurs et les vraies joies de son peuple. Il entendit des rumeurs sur la santé déclinante de son père, des murmures d'inquiétude sur les seigneurs de guerre des royaumes voisins qui rassemblaient leurs hommes. La pression du temps était une douleur constante dans sa poitrine. Un soir, assis au coin d'un feu de camp avec une caravane de marchands, il entendit une histoire qui fit s'arrêter son cœur. Un vieil homme parlait d'un village isolé, Ile-Ife, un lieu béni par les dieux de la création. Il y vivait, disait-il, un sculpteur sur bois dont le talent était un don des esprits eux-mêmes. Et le plus étrange, dit le marchand en se penchant en avant, ses yeux brillant à la lueur des flammes, c'est son visage. On dit que c'est comme regarder l'écho d'une chanson oubliée. Un visage qui semble familier à tous, mais qui n'appartient à personne. Leslie sentit une certitude glaciale le parcourir. Il savait où il devait aller. Pendant ce temps, à Ile-Ife, la vie de Dayo était sur le point de basculer. Une délégation officielle d'Oyoremi arriva au village, une vision si rare que tout le monde cessa de travailler pour les observer. Ils étaient menés par un homme d'âge mûr, à l'allure noble, le chef du conseil de l'Oba, accompagné de sa fille Yemisi. Officiellement, ils étaient en tournée diplomatique, renforçant les liens avec les territoires éloignés en cette période d'incertitude. En réalité, ils suivaient une piste, une rumeur murmurée par un chasseur qui avait parlé d'un jeune homme dans ce village portant le visage du roi dans sa jeunesse. Le regard de Yemisi croisa celui de Dayo alors qu'il sortait de son atelier, essuyant la sueur de son front. Ce fut comme un coup de foudre, mais pas celui des poètes. C'était plus profond, plus troublant. Une reconnaissance, comme si elle le connaissait depuis toujours. Elle s'attendait à voir une ressemblance avec Leslie, mais elle ne s'attendait pas à cette différence. Dayo avait les mêmes traits, les mêmes yeux profonds, mais il y avait en lui une liberté, une connexion à la terre que Leslie, prisonnier de son rôle, n'avait pas. Dayo, de son côté, fut frappé par la grâce et l'intelligence qui émanaient de cette jeune femme. Elle n'avait pas l'arrogance des gens de la capitale qu'il imaginait. Elle lui parla avec une curiosité sincère, l'interrogeant sur son art, sur la signification des statuettes Ibeji qu'il sculptait. Leurs conversations au cours des jours suivants devinrent le centre de leurs univers. Yemisi se sentait déchiré. Sa loyauté et son affection pour Leslie étaient inébranlables, mais la connexion qu'elle ressentait avec Dayo était d'une autre nature. C'était comme si Leslie était son esprit et Dayo son âme. Une dualité qui la laissait confuse et coupable. Le père de Yemisi, lui, n'avait pas de tels doutes. Il vit la ressemblance et comprit immédiatement la menace. Ce garçon, ce bâtard présumé, ne pouvait être qu'un danger pour la stabilité du royaume. S'il était révélé, il pourrait devenir un pion pour des factions rivales, déclenchant une guerre civile. Le conseiller décida dans le secret de son cœur que ce garçon devait disparaître. Il engagea discrètement 2 mercenaires de sa garde, leur ordonnant de régler le problème de manière permanente une fois la délégation partie. Pour lui, le sacrifice d'une vie inonnue était un petit prix à payer pour la paix des milliers de personnes. La quête de Leslie l'amena finalement aux abords de la forêt sacrée qui entourait Ile-Ife. Il était épuisé, amaigri, mais ses yeux brillaient d'une nouvelle intensité. Il n'était plus le prince timoré qui devait quitter le palais. Il était un homme qui avait affronté le monde et s'était trouvé lui-même. Dans un petit village à la lisière de la forêt, il demanda à un ancien comment survivre à la traversée.
Le vieil homme, voyant la détermination dans le regard du jeune étranger, ne lui donna pas de conseils pratiques. Il lui parla de l'ori au dé, le concept de la destinée personnelle, de l'esprit gardien qui réside en chacun. Ton chemin est déjà tracé dans ta tête. Ne travaille pas contre la forêt. Écoute-la. Ton ori reconnaîtra la voie. Fais confiance à ce qui est déjà en toi. Fort de ce conseil, Leslie pénétra dans la forêt. Il cessa de lutter et commencera à observer, à écouter. Il suivit le vol des oiseaux, le chemin des fourmis, et après une journée qui lui parut une éternité, il vit la lumière à travers les arbres. Il déboucha sur une clairière surmontant un village paisible. Et là, sous un immense arbre iroko, il le vit, un jeune homme, son reflet, sculptant du bois. C'était comme se regarder dans un miroir d'eau troublée par le vent. Le même visage, la même carrure, mais une posture différente. Des gestes plus fluides, plus ancrés dans la terre. Et puis, son cœur se brisa en 1000 parties. Yémissi était là. Elle était assise près de Dayo, lui tendant une calebasse d'eau. Ils riaient ensemble et dans leur proximité, il y avait une intimité, une complicité qui le poignarda. Elle ne l'avait pas attendu. Elle l'avait remplacé par son double, sa version sauvage et libre. La jalousie, une émotion qu'il n'avait jamais vraiment connue, le submergea, brûlante et amère. Tous les doutes qu'il avait réussi à surmonter pendant son voyage revinrent en force. Il n'était pas simplement une moitié de prince, il était aussi une moitié d'homme, incapable de garder l'amour de la femme qu'il chérissait. À cet instant, il ne vit pas un Brère, il vit un rival. Un rival pour le trône, un rival pour Yémissi, un rival pour son propre identité. Il descendit la colline, son visage un masque de fureur et de douleur, prêt pour une confrontation qui allait changer leurs 3 vies à jamais. Le silence qui tomba sur la clairière fut assourdissant. Dayo leva les yeux de son travail, sentant un changement dans l'air, et son regard se verrouilla sur celui de Leslie. La confusion, puis l'incrédulité, se peignirent sur son visage. C'était comme si l'esprit de l'arbre qu'il sculptait avait pris forme humaine devant lui. Yémissi se leva d'un bond, le souffle coupé, son visage passant de la joie à l'horreur en une fraction de seconde. « Leslie !» Son nom fut un murmure à peine audible. « Qui es-tu » gronda Leslie, sa voix rauque de fatigue et de colère, s'adressant à Dayo mais ses yeux accusateurs fixés sur Yémissi. La confrontation fut brutale, maladroite, pleine de la douleur de 20 ans de séparation et de malentendus. Leslie, alimentée par la jalousie, accusa Dayo d'être un imposteur, un sorcier ayant volé son visage pour usurper sa place. Dayo, fier et totalement déconcerté, rejeta l'accusation avec une colère froide. Il n'avait rien volé, il était ce qu'il avait toujours été, un sculpteur d'Ileifei. Les mots étaient des pierres qu'il se jetait, chacun défendant sa propre réalité, incapable de voir la vérité dans les yeux de l'autre. Yémissi tentait désespérément de s'interposer, d'expliquer, mais sa présence ne faisait qu'envenimer la situation. Pour Leslie, elle était la preuve de la trahison. Pour Dayo, elle était la source incompréhensible de l'agressivité de cet étranger. C'est à ce moment précis que les mercenaires du conseiller, qui les observaient depuis la lisière de la forêt, décidèrent de frapper. Pour eux, c'était l'occasion parfaite, un combat confus où la mort de Dayo pourrait facilement passer pour un accident tragique. Ils surgirent des ombres, leurs machettes brillant d'une lueur sinistre. Leur cible était claire. Dayo. Le premier attaquant se jeta sur le sculpteur. Mais Leslie, malgré sa fureur, réagit par pur instinct de prince entraîné au combat. Il para le coup destiné à son frère avec le bâton de marche qu'il portait. Le choc de l'impact lui remonta jusqu'à l'épaule. Soudain, la querelle personnelle s'effaça devant une menace mortelle. Le combat qui s'ensuivit fut chaotique et désespéré. Leslie avait la technique, l'entraînement. Dayo avait la connaissance du terrain, l'agilité d'un homme qui avait passé sa vie à grimper aux arbres et à se déplacer en silence dans la forêt. Et quelque chose d'étrange se produisit. Sans se parler, ils commencèrent à bouger comme une seule personne. Leslie bloquait une attaque, créant une ouverture que Dayo exploitait. Dayo esquivait, forçant un agresseur à trébucher sur une racine que Leslie seule semblait anticiper. C'était une danse macabre et parfaitement synchronisée, l'expression physique de leur âme partagée. Ils parvinrent à mettre les 2 mercenaires hors de combat, blessés mais vivants. Épuisés, saignant de coupures mineures, les 2 frères se firent face, haletants. La haine avait été balayée par l'adrénaline, remplacée par un sentiment de stupeur et de connexion indéniable. Ils avaient combattu comme s'ils avaient passé leur vie à s'entraîner ensemble.
Avant qu'il ne puisse trouver les mots, la prêtresse du village, une femme âgée et respectée nommée Ya Agba, apparut. Attirée par le bruit du combat, elle s'avança calmement vers eux. Ses yeux, d'une sagesse infinie, passèrent de l'un à l'autre. Elle ne montra aucune surprise. Elle s'agenouilla, ramassa une noix de cola qui était tombée d'un sac, la cassa en deux et en tendit un morceau à chacun. « Une seule noix de cola ne peut faire un son », dit-elle de sa voix douce mais puissante. « Il en faut deux pour parler. La vérité aussi a besoin de deux moitiés pour être entière. » Elle les conduisit dans le bosquet sacré, au cœur du village, un lieu où seuls les initiés pouvaient entrer. Là, à l'ombre de fromagers centenaires, elle leur raconta la vérité. Elle avait été présente à leur naissance, en tant que jeune assistante de la prêtresse de la cour. Elle leur révéla la prophétie dans son intégralité. Ce n'était pas l'un ou l'autre. Ce n'était pas le bien contre le mal. C'était un avertissement sur l'équilibre. L'un, dit-elle en regardant Leslie, a reçu la sagesse de l'esprit, l'apprentissage des lois et des hommes. Tu es la tête du royaume. Puis, se tournant vers Dayo, l'autre a reçu la sagesse de la terre, la connexion avec la nature et le cœur du peuple. Tu es les racines du royaume. Elle marqua une pause, son regard les englobant tous les deux. Un arbre ne peut vivre sans sa tête pour chercher la lumière, ni sans ses racines pour puiser sa force dans le sol. L'ombre de la prophétie n'était pas une menace de mal, mais le rappel qu'une moitié ne peut survivre sans l'autre. Oyoremi n'est pas malade, il est incomplet. La révélation les frappa avec la force d'un orage. Tout le poids de leur vie, de leurs doutes, de leurs manques, s'écroula pour laisser place à une compréhension douloureuse et libératrice. C'est là, dans ce lieu sacré, que le véritable tourment commença. Ce fut le moment de la plus grande vulnérabilité, le pic des larmes. Leslie, le prince, s'effondra. Les larmes qu'il avait retenues toute sa vie coulèrent enfin. Il confessa à voix basse sa peur la plus profonde, celle qui le rongeait chaque nuit dans le silence de son lit doré. La peur d'être un imposteur. « Toute ma vie, murmura-t-il, sa voix brisée, j'ai senti que je n'étais pas à ma place, que cette couronne était trop lourde, que le sang de mon père ne coulait pas assez fort en moi. J'ai vécu dans une cage dorée, étudiant des guerres que je n'ai jamais vues, apprenant les coutumes d'un peuple que je ne connaissais pas. Je t'ai envié dès que je t'ai vu. Ta liberté, ta connexion avec tout ça, c'est tout ce que j'ai toujours désiré en secret. » C'était une confession qui venait du plus profond de son être, la peur universelle de ne pas être assez bien, la peur que tu ressens quand le syndrome de l'imposteur te chuchote que tu ne mérites pas ton succès, ton bonheur. Puis, ce fut le tour de Dayo. Lui, le fils de la terre, montra sa propre blessure, tout aussi profonde. « La liberté ?» dit-il avec un rire sans joie. « J'ai toujours été libre et j'ai toujours été seul. Dans ce village, tout le monde a une famille, des racines. Moi, je suis sorti de nulle part. J'ai toujours senti un trou dans mon âme, un vide que rien ne pouvait combler. Ni le bois que je sculpte, ni l'amitié des gens d'ici. Je sculptais des jumeaux parce que je sentais qu'il me manquait une moitié. Je regardais vers les hauteurs d'Oyoremi et je sentais un manque si puissant. Je désirais ce que tu as toujours eu sans même le savoir. Une place, une famille, un nom. C'était la peur de ne pas appartenir, d'être à la dérive, une peur que tu connais bien, toi qui cherches ta place dans ce monde, ta tribu, ton port d'attache. Ils n'étaient plus des princes ou des sculpteurs, ils n'étaient plus des rivaux. Ils étaient juste deux moitiés de la même âme, se montrant enfin leurs cicatrices. Ils pleurèrent ensemble, pour les années perdues, pour la solitude partagée, pour la joie brutale de s'être enfin trouvés. Dans ce moment de vérité absolue, Yémissi posa une main sur l'épaule de chacun. Elle n'était plus un objet de dispute, mais le témoin de leur réunion. Elle avait vu leurs deux moitiés et les avait aimées toutes les deux sans comprendre pourquoi. Maintenant elle comprenait. Elle aimait l'âme entière. Leurs larmes lavèrent la jalousie et la colère. Quand ils se relevèrent, ils n'étaient plus deux individus, mais une force unie. Le voyage de retour vers Oyoremi fut une course contre la montre. Il n'était plus un prince déguisé, un sculpteur déraciné et une noble angoissée. Ils étaient une trinité, un seul but les animant. Dayo les guida à travers la forêt par des chemins que seul lui connaissait, leur faisant gagner un temps précieux. Leslie, utilisant son expérience nouvellement acquise, négocia leur passage et leur nourriture, parlant non plus comme un prince, mais comme un homme du peuple. Yémissi était le lien entre eux, apaisant les frictions, leur rappelant constamment l'enjeu. Ils arrivèrent aux portes d'Oyoremi, au crépuscule, au moment même où la nouvelle lune commençait à poindre dans le ciel violacé.
La ville était en proie à une tension palpable. Des gardes étaient postés à chaque coin de rue. Le marché, habituellement si vivant, était presque désert. La maladie de Loba et l'absence prolongée du prince héritier avaient créé un vide de pouvoir. Et la nature, comme la politique, a horreur du vide. Un chef de guerre ambitieux, un cousin éloigné de la famille royale, nommé Gbolahan, avait profité de la situation. Fort du soutien d'un royaume voisin qui lui avait promis des hommes en échange de terres, il avait commencé à semer le doute, à parler de la faiblesse de la lignée, du présage d'un prince héritier disparu. Il était en train de faire son coup d'État. Les jumeaux et Yémissi se frayèrent un chemin jusqu'au palais, leur arrivée passant presque inaperçue dans la confusion générale. La salle du trône était bondée et bruyante. Le conseil des anciens était réuni, mais leur autorité était bafouée. Gbolahan se tenait au centre. Son armure de cuir clouté contrastait avec les robes de cérémonie des conseillers. Il haranguait l'assemblée, sa voix résonnant dans la grande salle. « La lignée d'Akinlabi est terminée !» criait-il. « Le roi se meurt, le prince a fui comme un lâche. Je prends la régence pour protéger Oyoremi de l'anarchie. » Au moment où il prononça ces mots, les grandes portes de la salle du trône s'ouvrirent à la volée. Leslie et Dayo entrèrent, côte à côte. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Voir Leslie revenir était déjà un choc. En voir deux, identiques comme deux gouttes de pluie, était un événement qui défiait la raison. C'était un spectacle venu du monde des esprits. Gbolahan fut le premier à retrouver sa voix, mais elle était empreinte d'une pointe d'incertitude. « Sorcellerie !» hurla-t-il. « Le prince est revenu avec un démon à son image, pour nous tromper !» C'est alors que le vieux Babalao, qui était resté silencieux dans un coin, s'avança. D'un pas lent et délibéré, il traversa la salle. Dans sa main, il tenait quelque chose enveloppé dans un vieux tissu. Il le déroula pour révéler deux moitiés noircies d'une noix de cola. C'étaient les deux moitiés qu'il avait lui-même séparées 20 ans plus tôt, le jour de leur naissance. Il s'approcha de Leslie et lui tendit une moitié. Il s'approcha de Dayo et lui tendit l'autre. Devant la cour stupéfaite, les deux frères rapprochèrent les deux morceaux. Ils s'emboîtèrent parfaitement, ne formant plus qu'un. « La prophétie est accomplie », déclara le Babalao de sa voix puissante. « Oyoremi a retrouvé son âme entière. » Gbolahan, voyant son pouvoir lui échapper, céda à la rage. Les prophéties ne nourrissent pas le peuple, la force le fait. Il dégaina son épée, prêt à frapper Leslie et à mettre fin à ce cirque par le sang. Mais avant que sa lame n'ait pu s'abattre, Dayo bougea. Il ne se battit pas comme un soldat, il se déplaça comme le vent. Il jeta une poignée de sable du sol aux yeux de Gbolahan, un geste de villageois, pas de guerrier. Aveuglé un instant, Gbolahan vacilla. Dayo utilisa cette seconde pour le déséquilibrer d'un croche-pied et, avec une agilité déconcertante, il lui arracha l'épée dans ses mains. Le chef de guerre se retrouva à genoux, désarmé. En moins de 3 secondes. La salle retint son souffle. La force brute venait d'être vaincue par l'intelligence de la terre. Leslie s'avança alors, non pas avec une arme, mais avec des mots. « La force sans la sagesse n'est que du chaos », dit-il, sa voix calme, mais portant jusqu'au fond de la salle. Il s'adressa au capitaine de Gbolahan, leur rappelant leur serment d'allégeance, leur parlant des lois ancestrales qui unissaient le royaume. Il exposa la trahison de Gbolahan, son alliance avec leurs ennemis jurés. La tête et les racines. L'un avait agi, l'autre avait parlé. Ensemble, ils avaient désamorcé une guerre civile sans verser une seule goutte de sang. Un faible bruit se fit entendre du poing. Loba Akinlabi, que l'on croyait presque mort, s'était redressé, soutenu par sa reine. L'agitation l'avait tiré de sa torpeur. Ses yeux voilés se posèrent sur ses deux fils, debout, unis. Une larme coula sur sa joue ridée. Il leur fit signe d'approcher. Leslie et Dayo s'agenouillèrent devant leur père. Loba posa une main tremblante sur la tête de chacun. D'une voix qui n'était plus qu'un souffle, il prononça en yoruba les mots que seul le Babalao put comprendre. « Ejire, Okankan, Iliyo Ogbadun. » Jumeaux. Une âme, la terre se réjouira. Ce furent ses derniers mots. Il ferma ses yeux, un léger sourire aux lèvres, et son esprit quitta ce monde. Une immense tristesse et un sentiment de paix étrange emplirent la salle. Le roi était mort, mais le royaume était sauvé. Au milieu de ce moment solennel, Yémissi s'approcha.
Elle se plaça non pas à côté de l'un ou de l'autre, mais entre les deux. Elle prit la main de Leslie et la main de Dayo. Ce n'était pas un choix romantique, c'était un acte de reconnaissance. Elle était le pont qui avait permis aux deux rives de se rejoindre. Son amour n'était pas pour une moitié, mais pour la beauté de l'ensemble. Les deux lions ne se battaient pas pour une seule forêt. Ils apprendraient à la gouverner ensemble. Tu vois, l'âme n'est jamais vraiment divisée. Elle cherche juste son autre moitié pour être complète. La tienne aussi. Peut-être qu'elle ne se trouve pas dans un frère jumeau perdu, mais dans une amitié, dans un amour, ou même dans une partie de toi-même que tu as exilée. Le proverbe de nos anciens dit « Quand les toiles d'araignée s'unissent, elles peuvent même lier un lion ». L'histoire de Leslie et Dayo nous apprend une chose simple, mais vitale. Peut-être que la partie de toi que tu penses être une faiblesse, ton doute, ta peur d'être un imposteur comme Leslie, ou ta solitude, ton sentiment de ne pas appartenir comme Dayo, est en fait la pièce manquante d'un autre. Ne la cache pas. C'est le pont vers celui ou celle qui te rendra entier. C'est le chemin vers ta propre maison. Commente. Quel sacrifice ferais-tu pour retrouver une partie perdue de toi-même? Ton temps? Ton confort? Ton orgueil? L'histoire ne s'arrête jamais vraiment. Les échos du passé résonnent dans notre présent, attendant que nous les écoutions. En attendant, prends soin de toi.